Salut Booktube, c'est l'heure d'un nouvel update lecture avec une partie de mes lectures de mars. Comme d'habitude, je vais un petit peu le diviser en deux vidéos et puis il y aura une partie aussi qui sera probablement dans le prochain. Enfin bref. Je vais vous présenter 4 livres aujourd'hui. Malheureusement, il y en a 2 que je n'ai pas terminés. Je vous expliquerai évidemment pourquoi. Aujourd'hui, je vais aussi beaucoup vous présenter des livres pour le Sororité Challenge puisque le thème du mois de mars, c'était femmes oubliées, histoire familiale, etc. Et pour ça, j'avais lu 2 livres et donc je vais vous les présenter dans cette vidéo. Malheureusement, oui, il y en a un que je n'ai pas terminé dans ces 2 livres. Mais en dehors de ceux que je n'ai pas terminés, c'était des très bonnes lectures. Donc j'ai pas mal de choses à dire et du coup, sans plus de préambule, on va commencer tout de suite. Donc comme je vous ai dit, pour le Sororité Challenge, c'était Saga familiale et femmes oubliées. Et donc un livre qui coche ces 2 cases-là, c'est A Woman is No Man de Itaf Rum, qui a été traduit sous le nom de Le silence d'Isra aux éditions L'Observatoire par Denise Gallos. C'est vraiment un récit que j'ai trouvé très poignant, très puissant, très dur aussi sur la condition féminine, sur les discriminations qui peuvent encore être faites aux femmes dans certaines cultures et dans certains pans de certaines cultures évidemment, et notamment ici dans la culture palestinienne avec des familles d'origine palestinienne qui vivent aux États-Unis, donc des américano-palestiniens, et voir un petit peu la place de la femme dans la partie plus traditionnelle de cette culture. Évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même sac, il y a beaucoup de femmes qui ont parlé à ce sujet, mais c'est assez récent finalement, et en livre c'est assez rare. Je crois que c'est le premier livre qui traitait vraiment de ce sujet, du moins aux États-Unis, puisque des livres sur la place de la femme en Palestine et au Moyen-Orient, il y en a pas mal, mais notamment dans la communauté aux États-Unis, c'est un des premiers qui en a parlé, et c'est par une femme qui est d'origine palestinienne, qui vit aux États-Unis, donc elle connaît plutôt bien le sujet, puisque c'est basé aussi sur son expérience personnelle. Donc dans ce récit, on va suivre 2 protagonistes principales, il s'agit de la mère et de sa fille. Et on va suivre la mère à partir de l'âge de 17 ans où elle va se retrouver mariée à un Américain. Donc elle vit à l'époque en Palestine et donc il y a une famille d'origine palestinienne qui vient trouver une femme à leur fils aîné. Et donc on va voir alors qu'elle est transbahutée de l'autre côté de l'océan avec des gens qu'elle ne connaît pas du tout, un mari qu'elle ne connaît pas du tout, pour faire sa vie là-bas et être la femme parfaite et espérer aussi trouver le grand amour. Plot twist, ce ne sera pas le cas. Et en parallèle de ça, on va suivre sa fille qui est désormais orpheline puisque ses 2 parents sont morts dans un accident de voiture et qui est surtout élevée donc par ses grands-parents qui ont pas forcément des visions très progressistes de la place de la femme dans la maison et tout ça, même si il y a tout le côté école, etc. Elle est quand même très limitée et donc on voit un petit peu les vies de ces 2 jeunes femmes en parallèle, alors que évidemment la vie de la mère qui va progresser jusqu'à la naissance de ça et de ses filles, et la vie de la fille alors qu'elle remet en question un petit peu tout ce qu'elle a vécu et l'histoire de sa mère également. Comme je l'ai dit, et ce ne sera pas une surprise vu les thématiques, c'est un récit qui est quand même assez dur avec pas mal de trigger warning, donc évidemment sur le sexisme, sur les violences, sur la dépression postpartum, etc. etc. Donc voilà, c'est quand même un récit qui traite de thématiques assez intenses et assez compliquées, mais pour moi c'est un récit qui est quand même très important parce que ça montre tous les aspects de ce que signifie être une femme dans cette société-là, avec ce genre de famille-là, dans une communauté finalement qui est très restreinte puisque aux États-Unis, classiquement, c'est vraiment le quartier chinois, le quartier palestinien ou musulman, etc. Donc là, ils sont vraiment dans leur quartier à eux, entre eux, et en fait personne ne sort vraiment de ce quartier et personne ne va voir ailleurs, et surtout pas les femmes puisque les femmes sont reléguées à la maison et elles ne sortent que très rarement pour aller voir les autres femmes qui sont dans le bloc d'à côté en gros, et sinon elles ne sortent vraiment pas. Et on a tout ce côté de contrôle un petit peu latent par l'absence de culture finalement, puisque elles ne font que la cuisine et rien d'autre.
de façon traditionnelle et de ce qu'on attend d'elles. En tout cas, je ne dis pas qu'aucune ne fait ça. Elles ne savent même pas parler anglais ou pas très bien et elles ne le manipulent pas beaucoup puisqu'elles n'en ont pas besoin et c'est aussi un moyen d'émancipation qui essaye de réfréner un petit peu la famille plus traditionnelle. Et donc c'est voir un petit peu tous les mécanismes latents de répression de l'identité de ces jeunes femmes, de comment on peut les faire se sentir mal d'être qui elles sont et tout simplement d'être des femmes et à quel point avoir des filles dans ces sociétés c'est mal vu puisque dès que quelqu'un est enceinte et que c'est une fille, il faut vite retomber enceinte. Ne surtout pas allaiter parce que ça pourrait risquer d'empêcher une grossesse et il faut tout de suite retomber enceinte pour avoir un garçon, le sacro-saint garçon. Et avoir une fille c'est vraiment une déception, c'est vraiment mal et elles sont de toute façon toujours inférieures aux hommes, c'est bien connu, on ne sert qu'à faire la cuisine et s'occuper des enfants et rien d'autre. Et on a vraiment beaucoup de mécanismes d'oppression un petit peu latents qui sont utilisés avec un embrigadement depuis la plus petite enfance qui fait que c'est difficile aussi de couper avec la tradition et avec la seule chose qu'on connaît, l'isolement également, le fait de ne parler qu'avec les membres de sa famille qui sont bien évidemment toujours d'accord. Et donc tout ça c'est vraiment pour montrer les répressions que vont subir ces femmes et aussi un petit peu de temps en temps des petites lueurs d'espoir avec des façons de rébellion qui peuvent être plus ou moins importantes. Une des premières rébellions d'Ezra c'est qu'elle ne va pas servir du chai en premier mais du café, donc voilà c'est pas grand chose mais pour elle c'était un geste aussi de rébellion, c'est un geste qui est difficile parce que ce n'est pas une femme qui est très courageuse, elle a très peur de ce que va penser sa famille puisque c'est la seule chose qu'elle connaît et si elle n'est pas courageuse on comprend vraiment pourquoi. Ça peut être un petit peu frustrant parfois, je sais que certains ou certaines ont été frustrés mais je l'ai trouvé très réaliste, très fataliste aussi avec beaucoup de rêves et d'idéaux au début du texte qui vont s'étioler petit à petit et finalement pas un livre de rébellion en soi, c'est un livre qui vise à montrer l'état des lieux, montrer l'état des choses dans les familles les plus conservatrices et également la haine des femmes envers elles-mêmes qui commence à grandir et notamment avec le personnage de la grand-mère puisque elle est horrible avec sa belle-fille et avec sa petite-fille, ses petites-filles plutôt. Elle est vraiment horrible, c'est une des plus grandes actrices de cette répression et de cette mauvaise condition de ces femmes qu'on va suivre. Mais d'un autre côté, on a aussi des moments où on a son point de vue à elle et on va comprendre petit à petit finalement pourquoi elle est comme ça, sans excuser jamais qui elle est et comment elle est, mais on va aussi comprendre d'où elle vient. Et donc ça permet de remettre tout ça en perspective sans jamais, encore une fois, excuser le sexisme latent. Et c'est des choses qui se passent entre 90 et 2010 en gros. Et c'est assez terrible de voir que dans les années 2010, il y avait encore autant de sexisme, autant de choses qui étaient imprégnées partout, que ce soit les mariages arrangés dès 15-16 ans. Et ça paraît normal puisque leurs amis aussi vont être mariés au premier venu. On voit également des ambitions, des amours personnels, des personnes qui vont être un petit peu plus rebelles, d'autres qui vont plus se conformer à ce qui est attendu d'elles. Et donc on a plusieurs femmes qui nous sont présentées ici. On a, comme j'ai dit, la grand-mère, Ezola, donc la mère et la fille, et également la fille de la grand-mère, donc la belle-sœur d'Ezra, et qui est elle très intéressante. Et on a vraiment ces 4 portraits qui sont tous très différents, avec des nuances qui sont apportées sur comment vivre ça, comment le gérer, etc. Et vraiment c'est hyper intéressant, c'était très dur à lire. Mais si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous le recommande vraiment parce que ça m'a vraiment montré toute l'horreur de ce que pouvait être la condition de la femme encore maintenant aux États-Unis notamment. Et je suis très contente que la parole soit ouverte et que ça change petit à petit, même si c'est encore trop lent. Et quand on sait comment les femmes sont encore actuellement traitées dans les pays du Moyen-Orient notamment,
ça fait assez peur et c'est important d'avoir ce genre de texte. Je l'ai écouté, l'anglais était assez facile, je lui mettrais la note de 3 sur 5 globalement en anglais et en tout je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite, toujours pour le Sororité Challenge, donc vous savez que c'est celui que je n'ai pas aimé, j'ai lu Transcendent Kingdom de Yaa Gyasi, qui a été traduit sous le nom de Sublime Royaume aux éditions Kalman Levy et je n'ai pas du tout trouvé le ou la traductrice, donc je m'en excuse. Mais c'est un problème récurrent et je ne trouve pas ça normal qu'on ne puisse pas trouver qui est la personne qui a traduit en allant sur 12 000 sites différents. C'était une de mes autrices phares à découvrir en 2023, j'avais extrêmement hâte de découvrir ce qu'elle avait écrit puisque c'est une autrice américaine originaire du Ghana et qu'elle fait des récits très ancrés dans son histoire et dans l'histoire de sa famille et du coup c'était quand même quelque chose de différent que les choses occidentales et occidentaux-centrées, mais je pense que je n'ai pas forcément choisi le bon livre pour commencer puisqu'elle est connue pour ce livre-là et Homegoing ou No Way Home, encore un livre qui a été traduit avec un nom anglais d'un nom anglais différent, mais bon, soit, qui a l'air bien mieux, à qui je donnerais une chance également puisque ce n'est pas du tout le même registre et ce n'est pas du tout la même façon d'écrire. Dans Transcendent Kingdom, on va suivre une jeune femme d'origine du Ghana qui travaille en neurosciences actuellement et qui a été un petit peu chamboulée par la perte de son frère d'une overdose et qui doit aussi gérer sa mère qui est dépressive jusqu'au cou, on va dire. Donc on est directement sur des thématiques qui sont assez difficiles, assez intéressantes avec des choses qui étaient là pour me plaire, clairement. Ce sont des thématiques moi qui m'intéressent beaucoup. Certes, je dois admettre n'avoir pas été très loin, je me suis arrêtée à 20% du livre, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans et j'ai trouvé que finalement les aspects qui devaient être développés et condamnés ne l'étaient pas vraiment et on avait un peu l'impression que les pensées de la protagoniste tournaient un petit peu en rond et c'est ce que j'avais vu sur Goodreads notamment, que finalement elle n'évoluait pas beaucoup et elle évoluait aussi dans un sens qui ne me plaisait pas énormément. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il y avait aussi pour moi un problème de la narration qui ne m'a pas plu plus que ça. Je n'ai pas réussi à connecter soit avec la voix de la narratrice mais aussi avec la façon dont c'était écrit ou l'enchaînement des événements avec certains flashbacks de quand elle était plus jeune, c'était vraiment quelque chose de raconté et on ne vivait pas du tout les choses avec elle et donc ça j'ai trouvé ça dommage et ça m'a un petit peu sorti de l'histoire. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas continué. Après, pour le coup, au niveau de la dépression, je n'ai pas du tout trouvé le sujet très bien géré puisque finalement la protagoniste dit un petit peu que sa mère, bof, ça ira mieux, elle est chez elle, elle ne bouge pas de la journée et puis c'est très bien, de toute façon elle a déjà vu un psy et ça n'a pas aidé donc on va arrêter et voilà. Quand on est en neurosciences, on essaye quand même peut-être un petit peu plus. Quand sa mère ou quoi que ce soit est dans un état pareil, je pense qu'au pire on l'emmène à l'hôpital psychiatrique ou aux urgences psychiatriques et qu'on voit ce que c'est. Bon ok, c'est les États-Unis, tout ça. Mais quand même, on ne peut pas dire que tout va bien. Et il y avait aussi des mentions de tout ce qui va être les possessions. Ce n'est pas la dépression, c'est de la possession, c'est machin. Il y avait beaucoup, j'ai trouvé, de dissonance entre son travail en tant que neuroscientifique, donc quelqu'un qui a fait des études de sciences, qui a fait des études avancées pour comprendre la science faite par les preuves, donc avec un background scientifique quand même, et toute une dimension je pense ancrée dans la culture du Ghana qui est un petit peu plus obscure on va dire, avec toute une dimension très religieuse aussi que je n'ai pas du tout apprécié puisque on est vraiment sur des messages purement religieux avec des citations de la Bible qui nous sont un petit peu imposées comme la vérité et en fait elle revient un petit peu toujours à la religion. Ce que, encore une fois, pour une scientifique, je trouve ça toujours délicat de partir là-dedans. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dissonance, beaucoup de déni. Je n'arrivais pas du tout à croire un seul instant qu'elle soit scientifique et pour moi c'était vraiment une cassure que je n'arrivais pas à accepter et il y avait également des belles piges très personnelles qui fait qu'elle est très triste de sacrifier les souris qu'elle maltraite en laboratoire toute la journée. Alors si t'es triste de sacrifier des souris et que tu dis oh les pauvres petites souris, bah t'arrêtes en fait. Mais ça c'est un problème existentiel que j'ai moi-même avec d'autres personnes autour de moi.
Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas un problème du livre, c'est purement personnel, encore une fois. Mais voilà, j'ai vraiment pas connecté avec la narration, avec la protagoniste, pas du tout. Je n'arrive pas à m'attacher, à m'impliquer dans son récit, je trouve qu'il y avait trop de dissonance. Donc je ne l'ai pas fini, je ne lui mettrai pas de notes puisque je pense que c'est vraiment pas un livre pour moi. En revanche, je pense que tous ces problèmes viennent de façon inhérente du texte que j'ai lu et donc je vais quand même donner sa chance à l'autrice avec son précédent livre qui est Homegoing. Je sais que Lucie de Lucie a lu et Marion de la chaîne de Snowza l'ont beaucoup apprécié, donc j'ai tout espoir de bien l'aimer également. Ensuite, j'avais besoin d'une lecture un petit peu plus légère, notamment pour quand j'étais au travail et que vu que je dois lancer des trucs qui chargent un petit peu sur l'ordinateur, plutôt que d'aller sur Instagram et regarder des reels en boucle, j'avais besoin d'un truc où je pouvais lire 2 pages arrêtées, 2 pages arrêtées. Et donc je me suis tournée vers une saga qui vient juste de terminer. Vous saurez peut-être de quoi je parle si vous avez vu mes dernières vidéos et que j'avais énormément envie de lire. Il s'agit de Chain of Gold de Cassandra Clare qui est le premier tome de sa dernière trilogie The Last Hours qui a été traduit sous le nom de La Chaîne d'Or aux éditions Pocket Jeunesse, donc c'est le premier tome de The Mortal Instruments Les Dernières Heures et qui a été traduit par Julie Lafont. Et encore une fois, c'était trop bien, j'adore cet univers, j'adore les Shadowhunters, j'adore tout le monde. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur mon appréciation globale de Cassandra Clare et de ses thématiques et de tout ce qu'elle a fait, je vous renvoie à la vidéo dédiée que j'ai fait la semaine dernière. Mais voilà, j'ai adoré, c'est un livre qui est éminemment character driven puisque on va suivre beaucoup de personnages. Il y a Cordelia, il y a James, il y a Lucy et tous leurs amis et on va revoir avec énormément de plaisir beaucoup Will, Tessa, Jem et Magnus. Bon, Magnus il arrive à la fin, mais quand même on est toujours très content de le retrouver et vraiment c'est très dirigé vers les personnages. La relation amoureuse est très intéressante, la romance interdite comme toujours dans les livres de Cassandra Clare est hyper intéressante et hyper bien faite et je trouve que c'est vraiment renouvelé la façon de faire la romance interdite. Encore une fois, je ne sais pas comment elle trouve autant d'idées pour le faire et pour le coup j'étais assez surprise de là où ça allait, ce qui pour une romance dans un YA est assez rare pour être mentionné. Donc j'étais vraiment très surprise et agréablement surprise de où ça allait, mais encore une fois il n'y a vraiment pas que la romance, on a vraiment une relation de grande amitié entre Cordelia et Lucy, on a la relation encore une fois d'amitié entre les deux parabatailles, on a la relation frère et sœur entre James et Lucy, on a voilà énormément de relations, énormément de dynamiques de personnages, à chaque fois uniques entre deux personnages, aucun personnage devait avoir la même dynamique avec un autre, enfin c'est vraiment hyper bien fait. Il y a beaucoup de personnages mais en fait on s'y fait très vite, on les confond un petit peu au début mais en fait on s'y fait très vite, on arrive très vite à les différencier, à les voir et vraiment c'est hyper bien fait au niveau des personnages. L'intrigue principale est assez en retrait puisque encore une fois c'est très centré sur les personnages et toutes les relations entre chacun des personnages est développée. Donc ça fait pas mal d'informations d'un coup. Hein. Mais du coup forcément même si il fait 700 pages, l'intrigue principale va un peu au second plan, mais je trouvais que c'était très sympa, on a une enquête comme très souvent, ça fait vraiment bien le boulot et on va comme d'habitude sur des trucs très personnels qui touchent vraiment à l'essence même des protagonistes. On a également, chose assez appréciable aussi, des raisons pour lesquelles les adolescents n'impliquent pas les adultes, comme toujours dans les livres young adultes, hein. Mais il y a des raisons et il y a des bonnes raisons, c'est bien expliqué, donc ça c'est hyper cool. Comme toujours, on a de la représentation LGBT et je pense que Cassandra Clare a pris littéralement le terme Everyone's a little gay puisque il y a beaucoup de personnages gays et alors qu'on est à Londres dans les années 1900, mais on s'en fiche parce que pourquoi pas. Et il y a également ce que j'ai beaucoup apprécié et qu'elle n'avait pas encore fait jusque là, un début de traitement de l'alcoolisme
et des dangers que ça peut faire, et je sais que ça va être vraiment dénoncé par la suite parce qu'on a vraiment quelque chose qui commence à être dénoncé et à être mis en avant, donc j'ai hâte de voir où ça va aller après. Bon, c'est un livre de Shadowhunter, ça se lit tout seul, encore une fois je l'ai lu en 3 jours je crois, au travail exclusivement, et il fait 700 pages, voilà. Donc pour vous dire que ça se dévore, l'anglais est très accessible, je lui ai mis la note de 2 sur 5 pour l'anglais, vraiment ça se dévore tout seul. Et en global je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que j'adore cet univers et j'adore ce livre. Et enfin, je vais vous parler d'une plutôt bonne lecture, même si un peu plus mitigée que certains autres avis que j'ai pu voir dessus. Il s'agit d'une novella qui est The Empress of Salt and Fortune de Nhi Vo, qui a été traduite très récemment aux éditions La Talente sous le nom de L'impératrice du sel et de la fortune par Michael Cabon. Et je ne vais pas vous en dire grand chose parce que déjà c'est une novella, hein, donc si on en dit beaucoup ça spoil beaucoup, et que c'est vraiment quelque chose à découvrir parce qu'il y a vraiment une ambiance. Et donc pour faire simple, on va suivre quelqu'un qui va se faire raconter les histoires d'une impératrice, donc de l'impératrice du sel et de la fortune, par son ancienne servante qui s'appelle Rabbit, je crois qu'ils l'ont traduit par lapin en français, mais c'est la même chose hein, mais... Et donc on va avoir certains moments de sa vie qui vont être racontés et où chaque chapitre en fait vont être une nouvelle histoire. Déjà, ce qu'il est important de souligner, l'énorme point positif pour moi, c'est l'ambiance qui est très étrange, très onirique, très mystérieuse, très prononcée et qui continue tout au long du texte. C'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre. On se fait un petit peu transporter une dimension magique de Dieu, etc. qu'on comprend pas toujours très bien et qui n'est pas toujours bien explicité, mais c'est toujours fait exprès, c'est toujours extrêmement bien dosé. On est sur un univers où on n'a pas tous les codes, on ne comprend pas tous les codes, puisqu'il n'y en a pas besoin. On sait juste qu'à un moment on va parler d'une forme de magie, de quelque chose, et on est un peu en mode ok, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est très bien dosé, c'est pas du tout un reproche, au contraire. Et vraiment, c'est ce que j'ai préféré. En plus, étant donné que c'est de la fiction asiatique, on est vraiment sur cette ambiance asiatique avec cette dimension de toutes les légendes, tous les contes, toute la superstition asiatique et chinoise notamment. Et donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement cool. Ça change clairement de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire dans notre milieu occidentalo-centré. J'ai aussi beaucoup aimé la fin puisque en fait pendant toute l'histoire on se pose un peu la question de où on va. On voit pas trop quelle est la finalité et en fait à la fin tout se met en place et on comprend tout, le but de chaque histoire, et il y a un beau retournement de situation qui fait que c'est une bonne novella que j'ai beaucoup aimé. Après, je vous l'ai dit, c'était une lecture un petit peu mitigée. Il faut savoir que j'ai du mal avec les novellas de base, puisque je trouve que c'est assez limité comme texte et que je préfère les textes plus longs. Voilà, c'est tout. Et j'avais un petit peu, dans mes griefs personnels, j'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt du fait de raconter les histoires à quelqu'un, et j'ai pas réussi à m'attacher au moment où en fait on était dans la vraie vie, dans l'époque actuelle, où la personne en fait qui entend les histoires réagit un petit peu. J'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt, j'ai trouvé que c'était ennuyeux ces passages-là. Je trouve qu'il y a pas vraiment de pertinence à part pour créer une ambiance qui finalement était déjà là avec juste l'histoire. Donc voilà, je me posais un petit peu la question de pourquoi est-ce que ça c'était là, et je pense que c'est aussi ce qui m'a dérangée. J'aurais aimé avoir finalement plus d'histoires racontées plutôt que de suivre la personne qui écoute les histoires. Donc j'ai eu un petit peu de mal avec ça, ce qui est dommage parce que ça prend pas mal de pages quand même sur une novella. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas eu l'intérêt énorme que tout le monde a eu. J'aurais aimé un peu plus de détails, mais encore une fois c'est inhérent au style de la novella. Si vous aimez les novellas, c'est je pense une des meilleures, qui est le plus acclamée des récentes en tout cas. Donc foncez si vous aimez ça. Après si vous êtes comme moi frustré, vous savoir que ce ne sera peut-être pas le coup de cœur que tout le monde a eu. Et personnellement je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Il n'est pas très accessible en version originale, après je sais que ça a été très bien traduit, donc en anglais je lui ai mis la note de 4 sur 5. Voilà, c'est tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est des lectures assez mitigées comme vous l'avez vu. Finalement le meilleur c'était un young adulte.
ce qui est un petit peu rare pour ma part, mais bon, c'était du Cassandra Clare, alors c'est un petit peu un cas particulier personnellement. Mais des bonnes lectures, des lectures un peu décevantes ou très décevantes, donc un peu de tout. Je n'ai pas vraiment ragé, puisque c'était toujours des choses un petit peu personnelles, et pas des défauts en soi de l'écriture de ces livres, c'est vraiment des ressentis purement personnels comme je n'ai pas aimé pour le coup. Ce ne sera pas le cas dans le prochain update lecture. Si vous avez envie de m'écouter rager et avoir une opinion impopulaire encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez lu les livres dont je parle, quelle a été votre meilleure lecture du mois de mars. Bref, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Et je tiens à vous remercier puisque on est 200 désormais sur cette chaîne et que ça me touche énormément et que voilà, juste merci, merci beaucoup. Je suis toujours hyper surprise que vous soyez de plus en plus nombreux et très contente que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre. Donc merci infiniment. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.